Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Le grand débat national a démarré depuis le début de la semaine, lancé par Emmanuel Macron à la suite des mouvements des Gilets jaunes. Les Français ont donc 2 mois jusqu'au 15 mars pour contribuer au débat. Mais comment tout ça s'organise? Eh bien, c'est avec Céleste Letts que nous allons vous éclairer. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, c'est en tant que président des maires de Moselle, mais aussi de maire que vous êtes avec nous aujourd'hui. Et on vous retrouve en deuxième partie d'émission pour détailler tout ça. Très bien. Sandrine, salut. Salut Rani. Alors, comme d'habitude, tu es la porte-parole des internautes. Aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Alors aujourd'hui, on va revenir sur un sujet qui a fait réagir nos internautes par rapport au parking et à la gratuité avec le vendredi c'est permis. Et on détaillera tout ça tout à l'heure si tu veux. Super, bah oui, en deuxième partie d'émission. Et on démarre cette émission à Petit-Riderchin avec Marie-Morgane. Salut. Salut Rani. Alors, le nouveau château d'eau de la Biconalbe va être mis en route dans quelques jours. Mais avant ça, il faut faire des essais. Et oui, depuis ce matin, la société Strelec est sur place pour effectuer une batterie de tests. Les agents seront là pendant 2 jours au château d'eau. Ils ont démarré ce matin avec les tests de la partie électronique. Ils vont poursuivre cet après-midi avec la partie hydraulique. Et si tout se passe bien, le château d'eau devrait être mis en service en fin de semaine prochaine. Il alimentera les communes de Petit-Riderchin, Bettevillers, Rimelin et Archin. Merci beaucoup Marie-Morgane et merci également à Marie-Luf pour le cadrage. On poursuit avec quelques infos en bref. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersvillers. Les cinémas-forums vont pouvoir s'agrandir. La commission départementale d'aménagement commercial de la Moselle a tranché. Elle autorise l'extension à travers la construction d'une salle supplémentaire. Au total, 130 places vont être créées, portant la capacité du cinéma sarregueminois à 1397 places réparties dans 9 salles. Les travaux débuteront lundi. À Sarreguemines, c'est au tour de la rue Sainte-Croix d'être rénovée. Des travaux nécessaires, devenus urgents suite aux pannes électriques qui étaient très fréquentes. Les améliorations qui vont être effectuées sur les réseaux de gaz et d'électricité ont été confiées à l'entreprise WETP. Ces remplacements se dérouleront en plusieurs étapes pour limiter les nuisances aux usagers du centre-ville. Des passerelles seront installées pour garantir un accès optimal, malgré les travaux qui sont normalement prévus jusqu'à mi-mai. Patrick Weiten, président de la Moselle, a fait plusieurs annonces pour la coopération transfrontalière. Hier, il s'est exprimé face aux membres du gouvernement au Parlement national de la Sarre. Il souhaite que chaque collège mosellan soit jumelé avec un établissement sarrois, que l'Assemblée départementale junior de Moselle trouve son pendant allemand, ou encore que des accords soient trouvés pour faciliter les projets franco-allemands, à l'image du bâtiment construit sur la frontière au parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. 3 192 € remis au Resto du Cœur de la part de l'interassociation de Sarreguemines. Il s'agit de l'argent récolté par les bénévoles lors de la bourse aux jouets du mois de décembre, mais également grâce à l'organisation d'une tombola. Ce montant est une véritable réussite pour l'interassociation qui connaissait depuis 3 ans déjà une baisse de fréquentation. Cet argent sera transféré d'abord à Forbach, puis aux Restos du Cœur nationaux. Ils se chargeront d'acheter les repas et de les redistribuer. Nouveau record de fréquentation pour le parc animalier de Sainte-Croix. Avec 334 000 visiteurs en 2018, la fréquentation du parc a dépassé pour la 3e année consécutive la barre symbolique des 300 000 visiteurs. 2019 sera marqué par une grande nouveauté, le Nouveau Monde, un nouveau territoire dédié aux grands espaces nord-américains. L'Agglo, 10 zones pour développer l'emploi. De la pluie s'est invitée ce matin, mais sur ce plateau, on a toujours un peu de soleil avec Sandrine qui nous donne les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain,
les brumes et nuages bas qui seront présents le matin vont se dissiper rapidement, mais soyez prudents, du verglas est attendu par endroits. Par la suite, les nuages et les éclaircies se partageront équitablement le ciel. Les températures maximales seront comprises entre 0 et 2 degrés. Demain, nous serons le vendredi 18 janvier, nous fêtons les Prisca. Le soleil nous accompagnera de 8h17 à 17h06. Et notre image du jour illustre un fait divers qui s'est déroulé hier vers midi sur la RD 662 entre Philipsbourg et Beach. Un convoi exceptionnel est resté bloqué sous le pont de l'ancienne ligne de chemin de fer à Eggelsart. Les automobilistes ont dû prendre leur mal en patience car la circulation a été totalement coupée durant près d'1 heure. Et si vous aussi vous avez des clichés de paysages, de nature ou d'événements marquants, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou sur notre page Facebook. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. La peste porcine, souvenez-vous, des carcasses de sangliers avaient été retrouvées à Mex devant Virton en Belgique, soit à 2,5 km de la frontière meusienne. Ces sangliers semblaient contaminés par la peste porcine africaine d'après les médias belges et les chasseurs. Une situation qui semble inquiéter un bon nombre de chefs d'exploitation porcine en Lorraine. Nous sommes allés à la rencontre d'Anthony Lang, éleveur de cochons à Ormersviller, pour savoir ce qu'il en pense. Un reportage de Laurie Couteau. Dès que l'on prononce son nom, les éleveurs de cochons deviennent tout pâles. La peste porcine africaine, plus dangereuse que sa cousine, la peste porcine classique, est un virus qui touche exclusivement les porcs et les sangliers. Non transmissible à l'homme, elle est très contagieuse et se caractérise par une fièvre dévastatrice. Elle ne laisse aucune chance à celui qui l'attrape et tue le porc en à peu près 2 ou 3 jours après l'incubation de la maladie. Pour Anthony, éleveur d'une vingtaine de porcs âgés de 3 à 6 mois, cette épidémie est très inquiétante. Si la peste porcine africaine venait à s'installer en France, ses revenus seraient considérablement impactés puisque les consommateurs ne voudraient plus de ces porcs. Les plus grandes craintes qu'on a, c'est comme quoi on ne peut plus vendre directement nos porcs, qu'on soit mis en quarantaine par mesure de sécurité. Donc on met tout en œuvre pour que cela n'arrive pas directement. Même si la peste n'est pas encore là, il a pris ses précautions depuis début décembre. Il faut éviter que les animaux sauvages puissent arriver sur l'exploitation, que toute personne non autorisée sur l'exploitation approche du lieu d'élevage des porcs. Et quand on approche du bâtiment des cochons, il faut passer dans le pédiluve afin que tous les microbes, tout ça reste à l'extérieur de l'élevage. Nombreux sont les éleveurs comme Anthony qui croisent les doigts pour que la peste porcine africaine n'arrive pas jusqu'à chez nous. En tout cas, les vaches ne semblent pas trop s'en inquiéter. On retourne à Petit-Réderchin où toute une série de tests est en train d'être effectués. À quoi faut-il faire attention avant la mise en route du château d'eau? La réponse dans ce reportage de Marie-Morgane Lorenz et Marie Luff. Le château d'eau de la Biquenalbe passe des examens avant sa mise en route. Pour vérifier que tout est en ordre, la société Strelec de Strasbourg s'est déplacée ce matin. Nous sommes venus donc faire les premières mises en route, les premiers essais et contrôles des équipements qui ont donc été installés, tout en automatisme, en régulation, en mesure et en hydraulique aussi, avant de pouvoir réaliser la vraie mise en route et les vrais essais en fonctionnement réel. C'est d'abord toute la partie du fonctionnement technique qui a été vérifiée. Cet après-midi, les agents vont se charger de la partie hydraulique. Ce château d'eau est composé de 3 pompes et 2 cuves de 150 mètres carrés pour les réserves d'eau. Un bâtiment plus moderne que l'ancien. Disons, le fonctionnement de base était un forage et un château d'eau. Nous remplissions donc de l'eau de ce forage vers ce château d'eau. Ce château d'eau est donc château d'eau, hauteur, et il distribuait la pression. Donc on a créé un nouveau réservoir, mais ce réservoir n'a pas la hauteur géographique, on n'a pas l'altimétrie. Donc de ce nouveau réservoir, nous allons pomper. Nous allons donner de la pression via des pompes, ce qui n'était pas le cas avant. Donc maintenant, ça va être des pompes qui vont fonctionner donc 24 heures sur 24 à débit et pression constante. Si tous les tests sont validés, le château d'eau sera mis en service la semaine prochaine. Et on retrouve maintenant le président du syndicat des eaux et de l'assainissement de la Biquenalbe pour faire un retour sur les travaux du château d'eau juste avant sa mise en route.
Monsieur Henrich, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière et est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment se sont passés les travaux pour ce château d'eau? Oui, donc en fin de compte, on a décidé de faire le nouveau château d'eau parce que l'ancien, il avait énormément de fuites. Et il y a 6 mois ou 8 mois de ça, c'est l'entreprise Sotravest qui a fait tout le génie civil, donc la plateforme, le bâtiment que vous voyez, tout ça, ça a été fait par l'entreprise Sotravest. Les travaux sont très bien passés. Il y avait des sous-traitants pour clôture, peinture, ça c'est de la sous-traitance. Et tout ce que vous voyez à l'intérieur, ça a été fait par l'entreprise Strelec, tout le génie, toute l'installation moteur et électronique. Donc ce nouveau château d'eau, la différence avec l'autre, c'est qu'avant on pompait dans le château d'eau, ça se faisait en gravitaire, et maintenant c'est les 3 pompes qu'on a ici sur place qui mettront le réseau sous pression et qui distribueront l'eau. Donc en fin de compte, dans le réseau même, on aura la même pression, ça ne changera théoriquement rien pour les usagers, les gens qui consomment notre eau. Donc il n'y a rien qui change pour les usagers, mais est-ce qu'il y aura des changements pour le syndicat de l'assainissement qui s'occupe du château d'eau? Oui, donc en fin de compte, le changement, avant, comme on n'avait que la station de pompage en bas de la formule qui pompait dans le château, la distribution était en gravitaire, et là c'est avec des pompes. Donc les pompes, c'est électrique, donc il y aura un petit surcoût, l'électricité, ce qui est normal, mais autrement, ça change strictement rien. Et donc depuis ce matin, il y a des essais qui sont faits ici au château d'eau pour une mise en route la semaine prochaine, c'est ça? Voilà, donc aujourd'hui, ils vont faire l'essai des moteurs, faire tous les réglages sur site, donc concernant l'électronique, la technique, tout ce qu'il y a sur place va être testé aujourd'hui et demain. Et la semaine prochaine, donc le 25, normalement la mise en route, le basculement entre les 2 châteaux d'eau se fera la semaine prochaine, théoriquement le 25. Voilà. Au collège Robert Doisneau de Sarralbe, on aime les sciences et aussi les mettre en pratique. Dernier exemple en date, la tentative de joindre Banana Island par radio avec l'aide de radios amateurs. Une antenne avait spécialement été installée sur le toit de l'établissement pour l'occasion, puis vinrent les premiers grésillements. La suite vous est racontée par Mélissa Keller et Thomas Drouin. La classe de 4e 2 du collège de Sarralbe avait rendez-vous par radio avec Banana Island à 14h. Mais à l'heure dite, la fréquence était occupée par un radio amateur américain. Il a donc fallu attendre encore quelques minutes avant de joindre cette île de Sierra Leone, située à 5000 km de là, sur la côte atlantique de l'Afrique. L'occasion pour les élèves d'écouter quelques explications supplémentaires des radios amateurs mosellans venus établir la communication. Puis vint le moment du premier contact et de la première déception. Les conditions météorologiques ne permettent pas un échange optimal. Eux, ils nous entendaient et ils nous répondaient, mais nous, on les répondait, mais on ne les entendait pas. La difficulté d'aujourd'hui, on est sujet à la propagation. La propagation, c'est donc comment les ondes se propagent dans l'atmosphère. Et en ce moment, c'est des périodes qui sont très très mauvaises. Le temps, quand il y a la pluie ou la brume, les brouillards, tout ça, ralentissent, on pourrait presque dire ralentissent, que les ondes ne vont pas tellement loin de trucs. Au lieu d'aller plus haut dans la stratosphère pour repartir dans une autre direction, ça passe pas très bien. Une situation qui apporte son lot d'aventures. C'est finalement un radio-amateur anglophone présent sur la fréquence et impatient de discuter à son tour avec l'émetteur de Sierra Leone qui va faire le lien entre Sarralbe et l'Afrique. Ok pour la prochaine question. Bon an, mal an, les questions se suivent et les réponses un peu moins. Une situation qui permettra à Pierre Wilhelm, l'enseignant de mathématiques encadrant l'expérience, de mettre l'accent dans ses cours à venir sur la difficulté parfois de passer de la théorie à la pratique. Les radioamateurs, eux, souhaitent revenir pour une nouvelle tentative de contact, à la fois plus proche et plus lointaine, puisqu'il s'agira alors de communiquer avec la Station spatiale internationale. Merci beaucoup, 73, bureau familial, bye bye.
Et faire découvrir la pratique de la radio amateur aux plus jeunes, c'était aussi l'un des objectifs de ces passionnés des ondes, car leur activité est beaucoup plus réglementée qu'il n'y paraît. Mélissa Keller vous explique tout. Au travers de cet échange avec Banana Island, les radioamateurs du club de Tédin souhaitaient aussi transmettre leur passion aux collégiens. Ce qui peut apparaître comme un simple passe-temps est en réalité une activité très réglementée. Pour l'exercer, il faut passer un examen assez complexe. Après sa validation, une licence permettant d'effectuer des radiocommunications dans le monde entier est délivrée. Des identifiants comme Foxtrot, Delta, Tango, Whisky, qui au premier abord peuvent faire sourire, sont en fait des noms officiels, certifiés et attribués à la validation de cette licence. Au fil des explications, les radioamateurs ont invité les élèves à s'intéresser de plus près à leur activité. En d'autres lieux, ce genre d'expérience fut une révélation pour les collégiens. Bon, on a un radio-club en Moselle qui a fait donc la station ISS il y a 2 ans. Et ce radio-club a eu de la chance de former 7 collégiens qui ont passé leur licence suite à ce contact. Difficile de savoir s'ils ont cette fois-ci attisé la curiosité d'un élève saralbigeois, mais cela reste l'un de leurs espoirs, voir des plus jeunes passer l'examen de licence et ainsi faire perdurer cette pratique de la communication par les ondes. Juste après la pub, on en apprendra davantage sur l'organisation du grand débat national avec notre invitée Céleste Lette et on ira faire un tour sur Facebook pour voir vos commentaires. A tout de suite. La saison culturelle se poursuit au Pays de Beach. En 2019, retrouvez à l'espace Cassin à Beach de l'étonnement, de la magie, de l'émotion et du rire. Ne manquez pas les prochaines dates de spectacle. Plus d'informations sur le site www.cc-paysdebeach.fr. Programme complet et achat des places à l'Office de tourisme à Beach. Ici, je verrais bien du carrelage grand format. Cette terrasse sera parfaite une fois aménagée. Là, je me ferais bien une salle de bain chaleureuse et zen. Gerbert, passer du rêve à la réalité. L'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Avant, Marie était mal à l'aise en communauté, mais depuis son passage à la passion de l'audition, elle n'est plus la même. Avec une solution adaptée, elle sort, voit du monde et peut même à présent apprécier les spectacles. Si comme elle, vous souhaitez changer de vie, rendez-vous à la passion de l'audition. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Alors Sandrine, tu es la porte-parole de nos internautes et aujourd'hui tu voudrais revenir sur un sujet qui a fait réagir sur notre page Facebook. C'est ça, tout à fait. Alors en fait on a relayé hier l'information concernant l'opération Vendredi c'est permis. Donc cette opération qui offre 2 heures de stationnement aux clients effectuant leurs achats dans les magasins adhérents à l'association Les Vitrines de Sarreguemines et qui sera prolongée jusqu'au 28 février. Alors c'est une opération qui était très demandée et très attendue par les usagers et qui en ravit plus d'un. Mais du côté de nos internautes, il y a une question qui reste en suspens. Alors je me tourne vers vous Céleste Lette. Il y a Annie qui nous demande pourquoi c'est 2 parkings seulement qui sont gratuits. Moi j'aurais fait tous ou aucun. Est-ce que vous avez une question à lui apporter à ce sujet ? Non, je vais apporter une réponse à Annie. Tout d'abord, quand la municipalité a fait ce choix politique de mettre à la gratuité, il a fallu renégocier la délégation de service public avec la société qui en bénéficie aujourd'hui. Il y a 2 délégations de service public. L'une concerne les parkings, les 2 parkings, celui du Simpli, enfin du Carré Louvain, et celui qui est appelé communément le parking du Moulin.
L'autre délégation de service public concerne la voirie et les parkings qui sont également rattachés, notamment le parking en face du cinéma. Et donc, c'est déjà compliqué de renégocier une délégation de service public. Donc, nous l'avons fait que pour les parkings, le parking en question, en sachant que de toute manière, sur la voirie, ça répond déjà à une autre philosophie. Et il y a la gratuité entre midi, il y a la gratuité à partir de certains horaires, et que même le parking en face de l'ancienne poste, enfin du forum, cinéma forum, il est gratuit entre midi, y compris à certains moments ceux de l'arrière de la mairie. Donc, il y avait déjà des avantages sur la voirie, et d'autre part, on a renégocié parce que ça a un coût avec la société qui a la délégation de service public pour effectivement prendre en compte auprès de cette société le manque à gagner qu'elle a. Donc voilà, j'espère que la réponse, elle trouvera sa place, même sur la voirie qui est gratuite entre midi. Très bien, merci. Merci beaucoup Sandrine, merci pour cette réponse. On espère en tout cas que ça l'aura éclairé. Mais Monsieur le maire, vous êtes aussi avant tout sur ce plateau pour parler du grand débat national. Donc en tant que président des maires de Moselle, une première question nous vient à l'esprit. Les maires sont-ils enthousiastes d'être devenus, si je peux dire ça comme ça, des intermédiaires ? Alors, j'ai tous les échos. Il y a des maires qui me disent je n'en ai rien à faire, c'est pas mon problème. Et puis il y a des maires qui ont le sens des responsabilités parce qu'ils sont l'interface aujourd'hui entre le citoyen. C'est quand même l'élu le plus proche, dans tous les sens du terme d'ailleurs, et géographiquement, mais aussi en termes de contact entre donc le citoyen et, je dirais, les autorités, la puissance publique, le gouvernement, enfin tous ceux qui aujourd'hui sont les décideurs. Et en ce qui me concerne, cette fois-ci en tant que maire, eh bien, je me sens investi de cette responsabilité et je m'affranchis de ceux qui disent qu'on est instrumentalisé, parce qu'effectivement, je fais partie du comité de l'AMF, l'Association des maires de France, qui, il y a quelques jours, fait une déclaration en disant que les maires sont instrumentalisés. À supposer qu'on le soit, si on peut apporter quelque chose, eh bien, il faut le faire. Et j'ai l'habitude de dire, j'ai répondu à certains de vos collègues, que tout ce qui peut apaiser doit être tenté. Donc, je jouerai le jeu. Très bien. Vous avez lu la lettre d'Emmanuel Macron, bien sûr, qui a été adressée aux Français. Quel a été votre sentiment? Est-ce que les thématiques abordées pour vous sont les bonnes? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, d'abord, je l'ai lu. Tous les maires ont été destinataires de cette longue lettre. Il y a 4 principales thématiques, vous les avez peut-être déjà évoquées, c'est les finances publiques avec la fiscalité, c'est la démocratie, c'est la transition environnementale, énergétique, et puis il y a aussi tout ce qui est lié au service public. Mais cela n'exclut pas, alors c'est pas dit explicitement dans cette lettre, mais entre-temps nous avons eu un autre document, s'il y a dans ces débats publics d'autres questions qui peuvent être abordées, ou qui sont abordées sur la thématique nationale, bien évidemment. Ça peut l'être, même si, effectivement, Chantal Joanneau, qui devait animer ces débats au niveau national, a démissionné parce qu'apparemment, on lui a refusé certaines thématiques. Dans la réalité, il n'y a pas de tabou, tout peut être abordé. Très bien. Alors concrètement, parce qu'on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau, mais il y a encore des choses qui sont un peu floues. Les citoyens donc peuvent écrire dans les cahiers de doléances, donc il y en a un à Sarreguemines, on en a parlé aussi à Sarralbe, et participer aussi à des réunions. Mais justement, comment organiser une réunion? Comment ça se passe? Alors, au niveau de ma ville, d'abord, j'ai mis il y a un mois à disposition des Gilets jaunes une salle de la mairie où ils peuvent se réunir le lundi soir. C'est un engagement que j'ai pris, ils s'y réunissent et je pense que c'est important effectivement qu'ils puissent débattre entre eux, trouver aussi des attitudes, trouver aussi des caps, des directions, et donc c'est le premier geste que j'ai fait. Le deuxième, j'ai mis en place depuis lundi un endroit avec les cahiers de doléances. Apparemment, effectivement, il y a des citoyens qui viennent, qui s'expriment. Et enfin, le troisième point, c'est le grand débat. Ce ne sera pas à moi de l'organiser, mais en tant que maire, je le favoriserai. Je m'en suis entretenu hier avec Madame Triss, la députée, et on s'est mis d'accord pour effectivement
organiser ce débat sur la ville de Sarreguemines. Alors, tout n'est pas encore, on n'a pas fixé la date, ce sera vraisemblablement en février, puisqu'en janvier, c'est un mois qui est pris. Le casino et l'hôtel de ville sont pris par des vœux, sont pris par d'autres manifestations, et on attend aussi des consignes plus précises. J'ai eu un courrier d'un ministre, Sébastien Lecornu, qui nous disait qu'il y avait des kits pour animer ces débats, qu'il y avait des animateurs qui pouvaient être mis à disposition. Donc il y a un certain nombre d'outils dont j'attends de prendre précisément connaissance pour voir comment ce débat sera organisé. Mais en tout cas, je m'y prêterai en sachant qu'il ne m'incombera pas de prendre parti. Il s'agit simplement de donner aux citoyens l'opportunité de s'exprimer. Après, il y a des comités nationaux, il y a des personnalités qui sont là pour mettre en place une synthèse, qui sont là aussi pour se porter garant d'une forme de neutralité. Il ne s'agit pas d'être là pour... Il s'agit d'exprimer des besoins. Il ne s'agit pas d'être dans la violence, il ne s'agit pas d'être non plus dans les... Il faut rester d'abord dans les thématiques qui préoccupent aujourd'hui les citoyens et ne pas avoir des dérives sur des questions plus locales. Donc c'est ce que nous prévoyons d'organiser et je m'en suis entretenu, je le répète, avec Madame Trisse, députée, pour convenir d'un moment, en tout cas sur le principe déjà de le faire. Alors après, vous avez ceux qui sont réticents pour le faire, ceux qui sont aussi réticents par rapport à ce qui peut en sortir. Eh bien, je répète, tout ce qui peut éventuellement apporter de l'apaisement doit être tenté. Et je pense qu'il faut aujourd'hui donner sa chance au gouvernement parce que notre pays est dans une situation compliquée. On dit que c'est la première fois qu'on organise ces cahiers de doléances. Oui, c'est la première fois depuis la Révolution. On sait ce qu'était la période de la Révolution. Donc c'était aussi une période de trouble. Je ne dis pas que tout est comparable, mais il y avait aussi une forme de révolte de la part des citoyens français à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'il faut jouer l'apaisement et il y a un certain nombre de réponses que le gouvernement a déjà apportées. Apparemment, ce n'est pas complètement satisfaisant, mais le débat devrait apporter demain des réponses. En tout cas, je suis dans l'optimisme, je suis dans la bonne volonté et dans le sens des responsabilités que doit avoir un maire. Donc je suis prêt à jouer cette interface. Et alors concernant ces réunions, est-ce que c'est seulement, on va dire, les élus qui peuvent organiser ou est-ce qu'il peut y avoir des associations ou autres ? Il y a aussi des associations. Bien évidemment, il y a des associations. D'ailleurs, il y a déjà des sollicitations d'associations citoyennes qui demandent est-ce qu'on peut avoir des locaux pour organiser. Oui, il faut faire une demande, hein, bien sûr. Voilà, je pense que la diversité de ces organisations doit exister et je pense, je répète, tout ce qui peut apaiser doit être tenté, que ce soit maintenant tout ce qui sera mis en forme conformément aux souhaits du président de la République par cette lettre-là ou par des associations qui, à la base, dans nos territoires, dans nos communes, veulent s'exprimer. Après, de toute façon, ça sera remonté dans une synthèse, que ça émane de l'organisation par un maire, par des élus, par des parlementaires ou par des associations. Et ces comptes rendus, il faudra les envoyer à une date butoir. Comment ça se passe un petit peu ? Le débat, normalement, c'est jusqu'au 30 mars. Après, je répète, il y a des éléments dont je ne dispose pas encore aujourd'hui. Moi, simplement, sur les 3 points que j'ai évoqués, mise à disposition d'une salle, ensuite la mise en place des cahiers de doléances dans ma mairie et ensuite l'acceptation d'un débat dans ma municipalité, enfin dans ma ville. Voilà, c'est des éléments qui devraient contribuer demain, si tous les maires jouent le jeu ou un maximum de maires jouent le jeu, devraient contribuer à apporter dans notre pays de l'apaisement parce que notre pays en a besoin aujourd'hui. Et juste pour terminer... En disant cela, je répète, j'ai conscience que toutes ces révoltes, tout ce qui est exprimé, je ne parle pas de la violence, hein. Je parle de ce qui est aujourd'hui légitime, de ce que le citoyen peut comprendre, de ce que je dois comprendre aussi en tant qu'élu, eh bien, est exprimé et je crois que c'est notre devoir d'écouter et d'apporter des réponses. On ne peut pas apporter des réponses à tout. Quand j'entends Macron démission, je veux dire, le président de la République est élu démocratiquement, il est élu pour 5 ans, eh bien c'est d'autres échéances qui permettront de s'exprimer par la voie démocratique, mais on ne peut pas d'un côté mettre à mal le système démocratique qui permet au président d'être élu par le peuple et puis en même temps fausser la démocratie par des actions violentes, par la mise en cause de la République. C'est juste pas possible. On entend bien. Et donc juste pour terminer, par rapport au cahier de doléances, est-ce que vous savez déjà un petit peu ce qui ressort ou pas encore ? Vous n'avez pas eu l'occasion ? Non, je n'ai pas eu cette...
c'est depuis lundi en ville de Sarreguemines. Je n'ai pour l'instant pas pris connaissance des doléances exprimées. On aura peut-être l'occasion à d'autres moments, en laissant passer un peu le temps, d'en rediscuter. Tout à fait. Je rappelle juste quand même qu'à partir du 21 janvier, il y a un site internet qui va être mis en ligne pour vous permettre de déposer votre contribution. Alors il s'agit du site www.granddébat.fr et ce site permettra également d'avoir des renseignements sur les dates et lieux des débats qui seront organisés proches de chez vous. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Et puis comme vous dites, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à toi également Sandrine d'avoir participé. On te retrouve très rapidement et on termine cette émission avec de nouveaux vœux pour la nouvelle année 2019. Dans ce 5e numéro, Julia Bitran est allée en mairie de Bitche à la rencontre de Gérard Imbert, le maire, qui fait appel au calme et à la sérénité. Belle fin de programme, très belle journée et à demain. Gérard Imbert, bonjour. Bonjour. Et bonne année 2019. Merci, à vous aussi. Merci beaucoup. Je vais vous laisser aussi l'opportunité à la fin de cette interview de présenter vos vœux aux téléspectateurs de Mosaïque Cristal. Mais je voudrais d'abord qu'on revienne sur l'année 2018. Vous, en tant que maire de Bitche, qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de l'année qui vient de s'écouler? Alors c'est une année un peu particulière dans la mesure où elle a très bien commencé. Et puis, à un moment donné, je peux dire que j'avais honte d'être français, à mesure où les événements ont marqué le pays entier, pas seulement le pays de Bitche, mais un peu partout, les dégradations, les violences, plus un attentat en fin d'année, pour terminer l'année à Strasbourg. C'était vraiment malheureux et je crois que c'était pas une belle année comme on s'entendait ou on se le souhaitait en début d'année 2018. Malgré tout, l'année a été une année pleine, riche d'événements, mais aussi riche de réalisations à Bitche, surtout chez nous ici en ville. Alors quelles sont les réalisations de 2018 qui vous marquent le plus? Alors en 2018, il y a eu déjà l'ouverture du marché couvert, ce qui était une demande de la population, et on a réalisé une belle opération de requalification d'un site du 4e cuir qui était à l'abandon, donc une première réalisation. La deuxième, c'est la réhabilitation du clubhouse du golf, qui était un gros chantier également, puisqu'on travaillait en période d'ouverture du golf. Il a fallu tout réhabiliter, que ce soit la cuisine, les vestiaires, les salles de séminaire, etc. Donc une grosse opération. Et puis il y a également eu des travaux routiers, la rue du Beau-Site, qui a été refaite, et puis l'entrée de ville, la rue Jean-Jacques Kieffer, parce que là c'est le département qui nous poussait à la roue. C'était la dernière année où ils pouvaient faire le revêtement, donc on était obligé de refaire les trottoirs, les bas-côtés, et donc ça a été réalisé. Et le tout sans augmenter nos impôts locaux, qui restent stables depuis que je suis arrivé à la tête de la ville. Voilà. En 2018, exceptionnellement, il n'y a pas eu de Noël au château, parce que la ville a organisé une commémoration d'envergure pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà, donc la ville a été labellisée, ville du centenaire, et dans ce cadre-là, avec la CHAL, la Société d'Histoire et d'Archéologie de Lorraine, la section de Bitche, on a organisé cette manifestation à travers une magnifique exposition, un cycle de conférences également qui était important, et puis surtout la manifestation du 11 novembre. On a redécoré la porte de Strasbourg à l'identique qu'en 1918. Alors, on a voulu recréer exactement le même événement avec le passage des troupes sous la porte de Strasbourg, et ce qui a fait que par manque de moyens et de bras, les services techniques ne sont pas assez étoffés. Une fois qu'on a fait les estivales en été,
avec le mois de novembre qui arrive, Halloween, qui était organisé. On n'a pas eu le temps de débarrasser les décors d'Halloween pour remettre d'autres décors pour Noël au château. Donc, exceptionnellement, on a dit qu'on remettrait ça l'année prochaine. Beach, aujourd'hui, comment se porte votre commune économiquement? Ben, économiquement, la ville se porte, j'allais dire moyennement, puisque, comme partout, nos finances sont réduites, à portions congrues. On ne vit plus comme il y a 10 ans, c'est clair. Et donc, il faut faire des économies d'échelle assez importantes. Et donc, les investissements se font de plus en plus rares, ce qui est un peu normal, par manque de moyens, d'argent, etc. Mais disons que la ville se porterait mieux s'il y avait davantage d'entrée d'argent, davantage de finances, que ce soit le département, la région, l'État. Ben, ça se réduit un peu partout, donc c'est normal qu'on réduise également nos investissements. Et donc, par exemple, j'ai eu 2 départs à la retraite. Ces départs-là ne vont pas être remplacés. On va essayer de travailler avec les services existants. Beach perd des habitants. Est-ce qu'on peut enrayer ce phénomène? Ben oui, on peut enrayer. On a déjà commencé puisque nous avons ouvert un écolotissement derrière la maison de l'enfant. Il y a 2 maisons qui sont déjà construites. J'espère qu'on en construira encore davantage et que les gens arriveront sur Beach. Mais il n'y a qu'un seul moyen, c'est dû au désenclavement également. Alors, désenclavement routier vers l'Alsace, il ne faut pas espérer grand-chose. Le département ne peut plus financer les gros travaux routiers. C'est terminé, il ne faut pas rêver. Par contre, reste toujours l'option du train SNCF vers Haguenau. Et ça, c'est important. Si on peut arriver à débloquer cette voie-là vers l'Alsace et qu'on soit à moins d'1 heure de Strasbourg, on arrivera à récupérer des habitants, puisqu'il y a plein de gens qui habitent soit à Niederbronn, soit à Philipsbourg. Vous voyez, un petit village qui a augmenté son nombre d'habitants tout simplement parce qu'ils sont proches de leur lieu de travail et de l'Alsace. Et donc il faut ouvrir absolument cette voie. Et s'il y a une revendication de la part d'un maire, je veux dire, je ne parle pas de gilets jaunes qui revendiquent, je parle d'un maire qui revendique, c'est bien cette ouverture-là vers l'Alsace pour arriver à récupérer un peu de monde. Quels sont les projets à Beach pour 2019 ? Alors le dernier projet, c'est le dernier projet du mandat, c'est la requalification du centre-bourg. Donc c'est un gros projet de plus de 4,5 millions et donc il faudra commencer cette année. Je ne verrai plus la fin de ce projet puisque, comme vous le savez, je m'arrêterai en 2020, mais j'ai à cœur de débuter ce projet et on commencera par la place devant la mairie ici pour requalifier le centre-bourg. Et cette requalification, elle sera accompagnée par une politique incitative, dynamique de la part de la communauté de communes pour inciter également l'implantation commerciale. Ça passe par des incitations financières, avalement de façade, aide à l'implantation, etc. 2019, vous venez de le répéter, ça sera votre dernière année complète en tant que maire, puisque les prochaines municipales seront en 2020. Pourquoi ne pas vous représenter ? Parce qu'en 2008, lorsque je suis arrivé, j'avais annoncé clairement que je ferais 2 mandats, et pas un de plus. Bien sûr, certains de mes concitoyens me demandent pratiquement tous les jours de continuer et de reprendre le collier, mais c'est décidé. J'avais dit 2 fois, ça suffit. Place à d'autres, place aux jeunes, place à une autre équipe s'il le faut. Mais moi, pour moi, c'est terminé. J'ai donné 2 années, enfin 2 mandats, c'est suffisant.
Et dans l'immédiat, place à vos vœux, je vous propose de vous adresser directement aux téléspectateurs de Mosaïque Cristal pour un message de début d'année. Eh ben, le message début d'année, ça va être très simple. Je voudrais d'abord souhaiter une belle année 2019 à l'ensemble de mes concitoyens. Soit une année de paix, de sérénité, de calme également, parce qu'on ne peut pas travailler dans le bouleversement continuel, les mouvements sociaux, etc. Il y a une administration à gérer, il y a des dossiers à faire avancer et ça ne se fait pas dans la hâte et la précipitation. On ne peut pas tout faire à la fois. Et donc je demanderai simplement à mes concitoyens de rester calmes, sereins et de penser que d'ici 2020, l'année sera encore plus belle que celle de 2019. Merci Gérard Humbert. Merci, merci à vous.